Aujourd'hui, le CF Montréal vit des hauts et des bas. Là, ça monte, là, ça descend. Manchester City, champion d'Angleterre avec 115 raisons de célébrer. Et la ministre française des Sports promet à ses concitoyens qu'ils pourront regarder le mondial féminin à la télé. Seulement s'ils mangent leur dessert. Seulement. Et ici, Assoun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. Assoun Camara est là. Olivier, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Passe un beau week-end. Ouais, franchement, très bon week-end. Ouais. Reprise d'entraînement la semaine dernière, doucement mais sûrement. Et hier, un petit match avec des amis, puis un café Olympico pour pas changer de nouvelles habitudes. Écoute, je me mets au café. J'étais traité à... C'est ça, parce que quand tu descends ici, en bas, à la cafétéria de Radio-Canada, on te propose un café, puis ramène-moi un petit thé, monsieur, il est fancy. Exactement. Non, l'idée de changer, de découvrir d'autres... C'est bien ça. C'est le café. Cappuccino, ça va... Je suis très café. J'ai assisté à un match de frisbee, moi, en fin de semaine. Ah oui? C'était formidable. J'allais voir le Royal de Montréal. Ça nice. va pas bien là, pour les équipes montréalaises. Des défaites on n'en pu finir. C'est vrai. C'est ce que je te dis. Mais c'était, franchement, je t'inviterai la prochaine fois. Là, franchement, ouais, j'essaierai bien. C'était franchement très agréable. Le Royal de Montréal au centre Claude Robillard, ça va te rappeler des souvenirs. C'est ça. Bon, mais il y avait du monde. Il y avait plus que 1000 personnes. On a eu bien du plaisir. Ah, super. Cela dit, je vais citer Carlo Ancelotti pour commencer. Je ne sais pas si ça me tente de parler de soccer pour commencer. Parce que c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid à Valence, qui a été marqué non pas par les résultats sportifs, ce qui s'est passé sur le terrain avec un ballon, ce qui s'est passé dans les tribunes. Ce matin, on enregistre lundi matin, le Real Madrid a déposé une plainte après des insultes racistes qui auraient été dirigées envers Vinicius. Évidemment. Qui d'autre? C'est toujours lui, la cible. J'allais dire du côté du Real Madrid, mais j'ai l'impression que c'est dans le championnat espagnol en général, quand il y a un incident raciste, c'est presque toujours envers Vinicius qui aurait été traité de singe, encore une fois, par des supporters dans les estrades. Il a été expulsé en fin de match, Vinicius, pour un coup au visage d'un adversaire. Ça a été le seul qui a été expulsé, alors que c'était une mêlée assez généralisée sur ce terrain-là. Ancelotti qui a dit que Vinicius voulait plus jouer. Après avoir vu ça, Vinicius pointait même dans les tribunes. Il semblait avoir remarqué qui exactement l'avait ciblé avec ces insultes-là. Ancelotti lui a dit que c'était pas lui le coupable, qu'il était la victime de ça, ce qui a aidé un peu Vinicius à se recadrer pour un instant. Et Vinicius qui a réagi par la suite sur les réseaux sociaux de manière assez franche, assez directe. Et je le cite, « Le racisme est normal dans la Liga. La Ligue pense que c'est normal, la Fédération aussi, et les joueurs l'encouragent. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime accepte aujourd'hui d'exporter au monde l'image d'un pays raciste. Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, Vinicius est brésilien, bien sûr, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. » Assoun, on en a parlé souvent d'incidents de ce genre-là. On est encore obligé d'en reparler parce que visiblement, même si on met des protocoles en place, soit ils sont carrément pas appliqués ou soit ils donnent pas de résultats. Oui, 100%. Et je sais que certains peuvent tomber sur Vinicius au vu de sa déclaration, mais je veux dire, pour moi, c'est juste un scandale, encore une fois, qui est arrivé ce week-end. Un scandale qu'on banalise, que les autorités, que les instances, les fédérations, les ligues en Espagne, mais pas seulement en Espagne, je peux rejoindre l'Italie, la France aussi, sans problème. Veux-tu parler de Javier Tebas tout de suite? Exactement, oui, entre autres, donc le président de la Ligue en Espagne. Qui banalise justement ces faits-là et qui sont juste scandaleux. Il faut absolument changer quelque chose. Il faut absolument changer quelque chose parce que tout ce qu'on a essayé, tu parlais de protocole un peu plus tôt, on a essayé d'en mettre en place, de faire des campagnes de publicité, de dire non au racisme. C'est ce qu'on nous demande quand on était joueur, de faire les promotions avant chaque saison de la lutte contre le racisme. Mais ça s'en tient qu'à là, en fait. On se rend compte que concrètement, il n'y a absolument rien qui est mis en place et qu'on permet
il faut le dire que certaines ligues et fédérations permettent le racisme aujourd'hui. Lorsque tu vois des partisans aller au stade juste pour aller insulter des joueurs de couleur et aller défouler leur haine, tout simplement, à croire que c'est même un jeu. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux hier, tu as l'impression que c'est généralisé et que oui, on peut s'attaquer à ce joueur parce qu'il est fort, oui, mais parce qu'il est noir surtout, et que c'est une façon, entre guillemets, de le déconcentrer et c'est pas Ça. très grave. Et ça, C'est toujours l'argument. C'est que c'est pas. On dit ça simplement parce qu'on veut le déranger, tout ça. Exactement. À un moment donné, j'ai de la misère à m'imaginer comment le cerveau d'une personne peut fonctionner de cette manière-là, que on peut banaliser ça, qu'on peut dire que c'est correct parce que c'est dans ce contexte-là qu'on profère ces insultes-là. Exactement, mais à qui la responsabilité? La responsabilité est celle des fédérations et des ligues qui laissent faire justement ce type de comportement. On a l'impression que ces partisans, je dis ces partisans pour pas généraliser, mais viennent au stade justement parce que c'est permissif, parce qu'on leur permet de faire ça et que c'est le défouloir et c'est là que la ligue permet justement à ces racistes d'opérer. Donc vu que ça marche pas, on a essayé justement de faire ces campagnes, etc. On a essayé de faire confiance à ces instances-là. Ça fonctionne pas. On a vu le tweet de Javier Tebas hier. Tebas qui, au lieu de dénoncer ce qui se passe à Mestalla, attaque Vinicius en lui disant là, c'est parce que tu comprends pas qu'est-ce qu'on essaye de faire, mon garçon. Là. Tu comprends pas tout ce qu'on met en place, toutes les initiatives qu'on met en place pour faire en sorte que ça cesse. Puis regarde, à Majorque, il va en avoir un procès. Ben oui, mais pour combien d'incidents qui se sont traduits par absolument rien? Exactement, tu as tout dit. Et pour ça, je pense qu'il faut une décision radicale aujourd'hui de la part des joueurs, et pas seulement des joueurs noirs en fait. Je pense qu'il faut quitter le terrain dès le moindre incident raciste dans un stade. Et je dis ça parce que je me surprends moi-même à dire ça, parce que j'espérais justement qu'il puisse y avoir des solutions de la part des instances. Mais tu te rends compte qu'il y a aucun respect. Il n'y a aucun respect pour les joueurs noirs aujourd'hui. Que la façon dont on va aller te chercher, te comparer finalement à un animal dans un stade, c'est juste toléré par ces ligues-là. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que les joueurs sortent. Puis c'est toléré ailleurs. Là. Je veux dire, on parle de ce qui se passe dans les stades, mais même quand Vinicius a été expulsé, ouais. J'ai vu en temps réel le tweet du Real Madrid qui, de manière très laconique, dit carton rouge pour Vinicius. Une des premières réponses à ce tweet-là, c'est un fan de l'Atlético Madrid qui fait juste mettre la photo d'un montage d'un singe avec le visage de Vinicius dessus. C'est le Far West sur Internet aussi. Je veux dire, ça alimente l'un et l'autre. 100%. 100%. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment trouver une solution radicale, et le pouvoir, c'est les joueurs qui l'ont aujourd'hui, s'ils décident justement de prendre ces décisions-là. Lorsqu'il y a un événement de la sorte, il faut sortir. Il faut sortir, rentrer chez soi et faire comprendre que c'est inacceptable tout simplement, et que les joueurs ne vont plus se laisser faire aujourd'hui, parce que on se rend compte qu'on fait confiance à des institutions qui, eux, vous abandonnent et pensent plus à leur business entre guillemets, plutôt qu'à être sensible à ce qu'a vécu un joueur comme Vinicius. Vous vous rendez compte l'humiliation? Vous jouez, vous donnez votre talent, vous venez du Brésil, dans un pays pauvre, dans une famille pauvre, vous vous exportez dans le plus grand club du monde, et la chose pour laquelle on associe votre nom aujourd'hui, c'est en tant que singe, d'animal ou je ne sais quoi. Mais c'est inacceptable en fait. C'est inacceptable, et j'espère vraiment que les joueurs, et je le répète, pas seulement les joueurs noirs, les joueurs de toutes les couleurs, tous les horizons, qui jouent sous le même maillot ou qui jouent dans le club opposé, mais sortent dès la minute suivante, en fait. Il faut sortir, il faut faire comprendre à tout le monde que c'est inacceptable, que c'est pas des choses qu'on va accepter. Mais c'est pas ça le protocole. Exactement. En premier, il faut faire un avertissement, puis après on ça... les a eus, ça fait 40 ans qu'on les a, les avertissements, ça fait 40 ans qu'on a justement les campagnes de sensibilisation, on nous prend à chaque fois, je l'ai vu pendant 15 ans, moi, pendant que j'étais pro, on nous sort justement les campagnes de publicité, non au racisme, etc. Ok, on l'a fait, ça n'a rien changé, on l'a vu. Maintenant, c'est aux joueurs, je pense vraiment de prendre cette responsabilité-là et de sortir lorsque ce type d'événement arrive. Moi, je suis juste choqué, et je me surprends même à dire ça, j'ai envie de dire, parce que en tant que joueur par le passé, je me souviens d'une anecdote avec Dominique Oduro. Alajuela.
Exactement, je parle d'anecdote, je sais même pas si c'est le bon terme, mais Un épisode. Un exactement, épisode qui s'est passé malheureux, dans le camp de l'Impact de Montréal, absolument. raciste, où il se faisait vraiment insulter de la pire des façons dans ce stade-là. Et j'avais été voir Dominique et je lui ai dit, Dom, franchement, tu as été fort de rester, je veux dire, concentré voilà, dans ton sujet. Mais Et puis, après, il était furieux, là. justement, Il était vraiment, vraiment fâché. et je trouve que... Je l'ai jamais vu aussi disponible pour les médias après parce qu'il voulait que ça sorte, il voulait en parler, il voulait que ça résonne aux quatre coins de l'Amérique. Et le réflexe, c'était justement de tempérer, d'essayer de calmer, etc., de sortir. Mais il faut pas, en fait. Il faut sortir. Il faut arrêter ça. On a tout essayé, justement. On a essayé d'en parler, de faire de la prévention, de faire des campagnes, etc. Ça ne marche pas. Il faut, quand le respect n'est plus servi à la table, il faut savoir quitter la table à un moment donné. Sors de la table. Sans ça, tu t'avères justement aussi complice de ce processus. Tu sens que ça, il y a absolument rien qui va changer. Tu vois les commentaires des dirigeants, c'est extrêmement grave aussi. Et à un moment donné, il faut juste sortir. Moi, j'ai pris le temps de commencer à écrire une chronique là-dessus ce matin. Je vais essayer de partager mes émotions là-dessus. Et je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai voulu sortir de l'analyse que j'allais faire du CF Montréal et du match de ce week-end, perdu au Red Bull. Puis, je me suis rappelé en fait que ce fléau existe aussi en Amérique du Nord aussi, tu vois, en MLS. Parce que quand tu regardes le match face au Red Bull, bah, tu vois le retour, j'ai même pas envie de dire son nom, de ce joueur qui a été suspendu en fait pour avoir insulté un joueur en MLS. Et on n'a pas eu les propos justement de ce joueur du New York Red Bull, mais qui faisait son retour ce week-end. Je l'ai vu sur le banc, etc. Je regardais, je dis, mais il a juste pris 6 matchs. 6 matchs. Il a juste pris 6 matchs en fait, puis il revient comme si de rien n'était. Et là, tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut accepter et puis on rejoue de la même façon? Il a été réintégré par ses partisans à travers un vote, etc. Les joueurs, pardon, à travers un vote. On l'a réétabli, ok, comme si de rien n'était, et on passe à autre chose. Je veux dire, ça doit être aussi facile que ça, en fait. Moi, je trouve que non. Je trouve qu'on a justement une responsabilité, celle de dénoncer, de parler de ces choses-là comme on l'a jamais fait auparavant. Et je pense que c'est aux joueurs aujourd'hui de prendre leurs responsabilités. Je suis derrière le micro, je suis plus sur le terrain, donc ça a l'air facile pour moi de dire ça, mais je pense que quand on a tout essayé par le passé et que ça n'a pas fonctionné, et de voir la caisse de résonance que peuvent avoir des joueurs comme Mbappé, Vinicius, tous ces joueurs, et pas seulement les Noirs, je le répète, mais un joueur comme Messi qui a une influence, Cristiano Ronaldo, j'ai envie de les voir, moi, s'exprimer aussi sur ces sujets-là. Je pense qu'il est important que tous ces joueurs quittent la table et se disent que non, on n'accepte pas le racisme sur les terrains de foot et aux abords des terrains de football. Et en soi, cet exemple-là de Vinicius en fin de semaine à Mestalla, c'est choquant. Mais pour moi, c'est encore plus choquant quand tu repenses que dans ce balado, on a parlé du cas d'un joueur de Valence, Diakaby, Exactement. qui a été la cible d'insultes racistes. Et ça n'a rien donné. On a dit qu'il y a faute de preuves. Il n'y aurait pas de suivi là-dessus. Quel message est-ce que ça envoie aux supporters qui sont racistes parmi ceux de Valence? OK, je peux faire à peu près n'importe quoi. Ouais. Il n'y aura pas de mesure punitive Exactement, au bout. exactement. Et ça, c'est là où je dénonce toute l'hypocrisie justement des ligues qui laissent faire. Ils laissent faire, ils utilisent justement ces préceptes-là, mais il n'y a aucune conséquence concrète. Et puis, tu te rends compte que c'est le business avant tout. Et puis c'est bon, le racisme, c'est pas très grave. Voilà. C'est un dossier qui évolue rapidement. Il y a eu des réactions de Luis Rubiales, Xavi, l'entraîneur de Barcelone, notamment au cours de la matinée. On verra comment ça s'articule au cours de la prochaine semaine. Tu as mentionné le match des Red Bulls. On va revenir rapidement sur cette semaine du CF Montréal. On a analysé tous bien analysés. On a donné des solutions. Il y a des fois que ça marche, il y a des fois que ça ne marche pas. Ça marchait 6 matchs affilés. Le dernier du match, ça n'a pas marché comme on a expliqué ou comme on a planifié. Mais l'autre équipe, il joue aussi. L'autre équipe, il a aussi avec un game plan, avec des qualités. Et sont des matchs serrés comme tous les matchs MLS. Ouais, tous les matchs MLS sont serrés. C'est serré au classement de la MLS aussi. D'autant plus que là, le CF Montréal, avec 2 défaites cette semaine, 3-0 à Cincinnati, 2-1 à New York, Montréal était 7e dans l'Est au début de la semaine, mais là, les Red Bulls, New York City, Charlotte, Columbus, Orlando, DC, toutes ces équipes-là ont pris des points, au moins un cette semaine, ce qui fait en sorte que Montréal est 13e. Ouais. Maintenant, ça porte malheur.
Porte-malheur être 13e à Sun. On sentait dans la... En tout cas, moi, j'ai senti dans la composition des deux formations à Cincinnati, et à Harrison, au New Jersey, que peut-être qu'on sentait dans le cas montréalais que les Red Bulls étaient une proie plus prenable un peu. Finalement, ça ne s'est pas articulé de cette manière-là. Comment est-ce que tu as senti cette semaine-là du CF Montréal? Moi, je les ai sentis exténués au bout. Là. Oui, ça manquait justement de fraîcheur. On a l'impression qu'ils sont émoussés, j'allais dire, psychologiquement, parce que c'est vrai qu'on peut parler de physique. Moi, c'est pas spécialement le physique qui m'inquiète lorsque tu es sportif de haut niveau, que tu enchaînes les matchs. Au contraire, quand tu joues, tu t'entraînes un petit peu moins et tu es content d'être sur le terrain. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est la charge mentale derrière tout ça. C'est plus dans la charge mentale, dans la répétition, dans les efforts à remettre. Et j'ai trouvé irrégulier. Et plus que ça, si tu me demandes ce qui m'a le plus gêné, moi, dans ce match, et pas seulement ce match contre Cincinnati aussi, je trouve que derrière, on prend des risques, mais qui sont totalement démesurés, en fait. Je trouve qu'on est trop joueurs. Je trouve que l'idée, justement, d'essayer d'amener de la qualité, de prendre des passes osées, il n'y a pas de problème. J'étais d'ailleurs un joueur moi-même qui était dans ce style-là. Je me mordais les lèvres. C'est ça, donc c'est difficile d'incriminer les défenseurs, mais je veux dire, quand tu prends autant de risques, je pense à Waterman, je pense à Campbell aussi, qui a fait une super action face à Toronto, qui nous a permis justement d'aller chercher ses points, et il a fait un super match. Mais cette action-là masque aussi le fait qu'ils prennent des risques démesurés, qu'ils perdent des ballons, mais où je me dis, mais tu peux pas, en tant que défenseur central, perdre autant de ballons de cette façon-là. Là, t'es pas un milieu de terrain offensif. Tu dois amener une certaine sécurité et tu dois jouer sans donner autant de chance à l'adversaire. On a parlé beaucoup justement du pic émotif après cette semaine-là contre Toronto. Ouais. Un piège à éviter, est-ce qu'ils sont justement tombés dans le piège? Tu le vois plus beau que tu es, puis tu peux prendre davantage de risques et tout ça. C'est un peu la lecture que tu fais. Exactement. Il y a une différence en fait entre la confiance que tu peux avoir justement en gagnant dans ce type de prestation et l'excès de confiance qui te fait déjouer des fois et qui vous punit cash en fait. Tu vois, tu peux pas arriver à avoir énormément d'incertitudes de cette façon-là, et c'est ce qu'amènent ces défenseurs. Alors, il y a de la qualité, il y a de la volonté de jouer, j'admire ça, mais il faut mesurer justement cette prise de risque, surtout à l'extérieur, où tu enchaînes 2 matchs de cette façon-là, tu sais que ça va jouer à très très peu, tu sais que New York est une des meilleures défenses, offensivement c'est compliqué, mais une des meilleures défenses de la Ligue aussi. Tu sais, ça va jouer sur des détails, et je trouve que le CF Montréal est trop permissif, fait des erreurs graves. À l'instar je parlais de Waterman aussi, j'ai parlé de Campbell, mais je peux parler de Waterman aussi, où il marque ce but, c'est très bien. C'est un but pour se racheter un peu. Mais c'est ça, c'est que derrière, tu te rachètes d'erreurs défensives que tu donnes finalement, alors que ta première fonction, c'est d'amener de la sécurité et de te dire que derrière, on fait pas d'erreurs. Et je trouve que en ce moment-là, on paye cash les micro-détails, et c'est ce qui fait la différence. Qui aurait besoin de souffler un peu, là? Qui aurait besoin de s'asseoir un instant puis de réfléchir à ce qu'ils ont fait? Ah, écoute, moi, Chouanière, par exemple, j'ai bien aimé son excellent début de saison. Je trouve qu'il est un petit peu emprunté, par exemple, sur les derniers matchs. En termes de flamboyance, c'est un petit peu moins fort. Paradoxalement, il a été blessé, mais Duke, je le trouve un petit peu en deçà aussi dans la créativité, pour être tout à fait franc. Bien entendu, c'est un super joueur, etc. Mais c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus en termes de peps. L'adversaire commence à comprendre aussi ce que ça signifie pour cette équipe-là. Exactement. Donc, c'est vraiment dans ces registres-là de créativité où j'ai trouvé qu'il y avait un manque aussi. Et écoute, c'est pas catastrophique. Je vais te soumettre quelque chose. Camacho au milieu, là, contre Cincinnati, peux-tu dire qu'on a fait le tour? C'était justement... Parce que à Toronto, il a fait un match extraordinaire. Et je pense que justement, il y avait le crédit de revoir un petit peu ce qu'il avait à donner justement dans ce poste-là. Je serais pas catégorique. Je pense que ça peut être une option, parce que Camacho, lui aussi, c'est un joueur qui aime être à la relance, qui aime à distiller ce premier ballon. Donc, en tant que sentinelle, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais il faut justement être juste dans ces postes-là. Il faut pas donner de chance. Il faut que ça soit un triangle avec tes 2 défenseurs centraux qui sont et les 3 défenseurs centraux qu'il peut y avoir, ou 2. Il faut que ça soit vraiment une zone de sécurité qui fasse que tu donnes aucune chance en fait à l'adversaire. Et je trouve que c'est là
où en ce moment le CF Montréal est déficient et donne beaucoup d'opportunités psychologiques à l'adversaire de se dire hey guys, ils sont C'est prenables. ouvert, là. Et ça, tu perds déjà de l'influence, tu perds 20% d'influence avant un match. Lorsque le coach te montre les vidéos de ce qui s'est passé semaine après semaine, et ils disent regardez ce qui se passe, regardez ce qu'ils vont nous offrir en fait. Et vous avez intérêt à être là pour pouvoir les punir lorsqu'ils vont nous offrir ces opportunités-là. Et c'est, à mon avis, ce qu'il faut absolument corriger du côté du CF Montréal. Sans ça, on s'en sortirait pas, ça va être extrêmement difficile. Offensivement, on a du mal à aller chercher des points à l'extérieur, on le sait depuis le début de saison, mais il faut être ultra étanche défensivement. Sans ça, on jouera de cette façon et on se dira on aurait pu, mais on n'a pas fait. On laisse tomber la MLS cette semaine, du moins en milieu de semaine. Il y a un match demi-finale championnat canadien contre Forge. Forge qui n'a pas perdu encore cette saison, on le sait, c'est une des puissances de la première ligue canadienne. Néanmoins, est-ce que tu sens là une occasion peut-être de recadrer certaines choses contre un adversaire en théorie plus faible, mais non, Forge, ça fait quelques fois là, qui cause des problèmes à Montréal sans être récompensé. Oui, ça peut être justement un match qui peut faire penser à ce qu'on a vécu le mois dernier, tout simplement. On a vu le CF Montréal ils se sont refait une santé en fait en coupe, tout simplement, et c'est ce qui a permis d'enchaîner cette séquence de 6 matchs par la suite. On a un moment plus difficile. Il y a quand même de bonnes choses qui sont faites sur le terrain, mais je pense que c'est l'opportunité justement d'aller sur un match décisif de cette façon-là, d'aller chercher justement de la confiance et de se dire que, ok, voilà ce qu'on fait de mal, on répète nos gammes de cette façon, on y va dans le sérieux et dans l'intensité parce que les matchs de coupe, bien entendu, la qualité est importante, mais c'est vraiment la détermination qui fera que tu passeras ou pas, tout simplement. Donc ça te ramène à certaines bases. Et je pense que c'est l'opportunité rêvée aujourd'hui, en tout cas, pour aller chercher ce regain d'énergie. Faire tourner aussi un petit peu. Je pense que quand tu as en 36 jours 10 rencontres à enchaîner de cette façon-là, forcément, tu laisses du gaz. Et j'ai envie de voir justement une dynamique positive reprendre et pousser à l'émulation dans la compétition entre les joueurs. Avant qu'on s'en aille vers l'Europe, je veux qu'on fasse un petit détour par Toronto. On aime ça faire un petit détour par Toronto. Ils ont perdu 1-0 à Austin, but de Jesse Zardes en toute fin de match. Ouais. Ça, c'est... Tu l'as vu le but? Oui, je dis. Non, mais c'était bien. Sérieux. C'était rigolo. Non, moi, j'ai pris du plaisir à regarder ça parce que j'aime les buts qui me font rire en général. Non, mais c'est incroyable, franchement. Mais là, c'est ça. Le Toronto, c'est 2 victoires, 5 défaites, 7 matchs nuls. Ils sont derniers dans l'Est. Ça va pas bien. Et ça va tellement pas bien que... je peux prendre le temps de citer Federico Bernardeschi, mon boy Bernardeschi, qui a dit après cette rencontre: sincèrement, cette équipe, cette ville, les supporters, personne ne mérite ça et je pense qu'il faut peut-être changer quelque chose. Nous avons besoin de davantage de tactique, nous avons besoin d'une idée de comment jouer parce que c'est le vrai problème selon moi. C'est impossible de jouer comme ça quand on joue sans idée. C'est le gros problème pour moi. Il enchaîne: nous n'avons pas de construction dans le jeu. Quand un joueur a le ballon, on ne sait pas comment passer le ballon. Aïe, aïe. Ouais, j'ai vu ça passer hier et je peux dire que je me suis dit... Pauvre Bob. Pauvre Bob, je suis surpris qu'un joueur de MLS puisse s'en prendre ouvertement à son entraîneur. Et c'est pas n'importe quel entraîneur, il faut le dire. Là. C'est quand même c'est un demi-dieu. C'est un gros gars. Là. Bob Bradley. C'est un gros gars dans la ligue. Et je me demandais déjà comment il peut encore être là au vu des résultats qu'il a avec cette équipe, cet effectif, cette masse salariale. C'est juste incroyable en fait qu'il ait encore autant de crédit. Et je pense que ce qu'il sauve, c'est son nom et son historique avec la MLS. Je vais aller voir sur le Twitter du Toronto FC au cas où il a été mis à la porte pendant qu'on enregistre. Je t'en prie, continue. C'est ça. Et franchement, tu peux être que d'accord avec l'honnêteté, la sincérité qu'a Bernardeschi aujourd'hui. Je veux dire, quand tu les vois jouer Toronto, tu te demandes, mais c'est pas possible d'afficher ça en fait sur un terrain de haut niveau. T'as des joueurs qui sont totalement perdus, t'as beaucoup de qualité, mais individuelle aussi. T'as un Insigne aussi qui... Je sais pas, je l'ai dit la semaine dernière, mais je pense qu'il est en MLS que Messi était au PSG. En fait, il a l'impression de ne pas être heureux dans ce projet-là. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste prendre des décisions.
prend des décisions. Bien entendu, l'entraîneur, parce que c'est le premier responsable, c'est lui qui fait ses choix. Mais si tu vois un Insigne, par exemple, qui est juste pas content, qui fait de l'attitude à chaque match, qui s'en prend aux partisans en plein, je veux dire, au Stade Saputo, il faut voir qu'Insigne, il s'en prenait aux partisans et il échangeait avec les partisans pendant le match. Oh, mais avec goût de jaser. C'est ça. Voilà, mais il y a un match en fait à faire et Quoi? puis c'est ça exactement et là des performances à donner. On peut pas investir autant d'argent sur toi et montrer cette nonchalance à chaque match de cette façon-là, c'est pas possible. Donc à Bradley de prendre ses décisions et puis de sortir de ce qu'ils nous font là en ce moment, c'est juste pas à la hauteur en fait du potentiel qu'a cette équipe là, c'est pas possible. Bon, dernière nouvelle, Bob Bradley a encore un emploi. Tu as mentionné Insigne, on a cité Bernardeschi. Ça m'amène à la question qu'on avait posée à nos amis sur les réseaux sociaux cette semaine. On voulait savoir quel joueur en MLS vous avez le plus marqué. Là, bon, il y en a beaucoup qui ont nommé des joueurs de Montréal. Ça, je trouve c'est triché un peu. Il y a même quelqu'un qui t'a nommé, Hassoun Camara. Ah oui. C'était une collègue de Radio-Canada. Ah. Mais il y a eu quelques bonnes réponses, puis certaines que je n'attendais pas nécessairement. Michel, Cédric et Stéphane qui ont mentionné Thierry Henry. Ça, j'ai accepté parce qu'il a joué pour les Red Bulls. Oui, il a entraîné Montréal, mais il a joué pour les Red Bulls. Franchement, surtout quand il jouait contre Montréal, hein, on l'a vu mettre des buts contre Montréal. Je me souviens encore du premier déplacement au New York Red Bulls en 2012 et Jesse Marsh qui avait dit, après le match, chaque fois qu'il a touché au ballon, il nous a tués. Ouais, ça. Ouais, franchement, ouais. Il dégageait un truc sur le terrain. J'essayais de lui parler pour lui dire calme-toi un peu. Laisse-nous tranquille un peu. Mais franchement, Thierry, quand il avait envie, il pouvait faire mal à l'adversaire quand il voulait, en fait. Donc, ouais, lui, c'est un des joueurs qui nous a fait mal. C'était quelqu'un. Ouais. Martin qui parle de David Beckham. On en a parlé la semaine dernière un peu. Effectivement, Beckham, je veux dire, dans toute l'histoire de la Ligue, c'est sans doute un des joueurs les plus importants, sinon le joueur le plus important. Il a changé un peu le paradigme. Ouais. Quand, à son arrivée, je veux dire, la règle du joueur désigné était nommée après lui. Ouais. Dire, on parlait de la règle Beckham. C'est quand même assez significatif. Ça, je ne l'ai pas vu venir parce que, bon, c'est devenu une vedette plus tard, pas mal, une plus grande vedette que ça, parce que François et Michael nous parlent d'Alphonso Davies. Et c'est vrai que c'était le fun de le voir grandir en MLS, mais c'est pas comme si Alphonso Davies avait éclaté la Ligue à ce point-là. C'était un excellent jeune prodige talent, qui faisait des trucs intéressants, mais de le voir arriver dans une autre stratosphère au Bayern puis le faire de cette manière-là, ouais. Ça a été une grande réussite pour la Ligue. Là. Non, 100%. Et puis, je pense que c'est vrai qu'il n'a pas explosé aux yeux du monde à Vancouver, mais je veux dire, nous, en tant que joueurs, quand je jouais contre lui, je regardais, je me disais, il a quand même 16 il a quand même des qualités, là, le petit, là, tu te dis, mais il dégageait une maturité, une volonté de jouer, d'aller vers l'avant. Je me souviens de ses combinaisons avec Kai Kamara. Tu te dis, mais attends, mais il a à peine cet âge-là, c'est pas possible, tu vois. Donc, tu voyais quand même un gros potentiel, ces joueurs-là, et puis tu n'étais pas surpris par son évolution par la suite. Hein. Jean-François qui parle de Drogba avec nous, c'est un partisan du CF Montréal, logiquement, et Giovinco contre nous. Giovinco, là, en termes de joueur qui est venu jouer à un âge vraiment raisonnable puis qui avait encore la qualité, qui a amené son équipe à un autre niveau, Giovinco, c'est pas mal dans... C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mario qui parle de Beckham, mais de Chris Wondolowski. Et ça, j'aime ça qu'on mentionne Chris Wondolowski parce que c'est un peu c'est un success story en MLS. Un gars qui a juste bûché dur pour en arriver où est-ce qu'il était. Puis bon, oui, sur la scène internationale, il est allé à une Coupe du Monde, puis ça n'a pas été exactement comme il l'aurait souhaité, mais dans le championnat, c'est quand même un personnage important, Chris Wondolowski, pour ce qu'il représente. Hein. Franchement, il était fort. Il était fort et tu savais à chaque fois que le danger allait venir de lui. On jouait des matchs serrés à chaque fois contre son équipe à Saint-Trocé. Et puis tu te dis, mais tu regardais, tu te dis, mais... Je veux dire, il n'a aucune chance, mais on sortait du match, il sortait avec 2 buts de cette façon. Tu sens qu'il est, entre guillemets, pas brillé. Donc, ouais, c'est des attaquants 100% pure level, ça, pas de problème. Toi, tu aurais répondu quoi à cette question-là, le joueur de MLS qui t'a le plus marqué? Franchement, c'est pas un attaquant. C'est Niakby qui aujourd'hui à Columbus. C'est spécial, mais lorsqu'il était à Portland, je l'ai trouvé... d'une force et d'une puissance au milieu de terrain où il faisait la différence à chaque fois. On se disait mais c'est pas possible, ce gars-là, je le voyais forcément jouer en Europe facilement, vraiment. Je pense qu'il aurait pu jouer dans des gros clubs en Europe, mais il a fait des choix de vie différents pour des raisons familiales, il me semble.
Et celui qui m'a le plus marqué aussi offensivement, il a joué avec nous. Et c'est ça. Je vais tricher aussi. Et pour moi, c'est Justin Mapp. Je suis fan de Justin. Et puis, le Mississippi Mudcat. Ouais, et franchement, c'est un des joueurs les plus brillants avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué, que ce soit en Europe ou ici, il était fabuleux. Moi, mon homme, c'est Graham Zusi. Ouais. La période 2012, 13, ça. 14, là, Kansas City, là, c'était, là, je veux dire, il n'est plus l'ombre de plus lui-même. Offensif, là. donc. Mais Oui. il était quelque chose à l'époque. L'époque plus offensive. Moi, latéral, ouais, ils l'ont repositionné par la suite. J'ai pas aimé ça, moi. C'est ça, je le préférais plus offensif, mais c'est vrai qu'il donnait quelque chose je de très impressionnant aussi. Ouais. Je l'adorais, absolument. On va aller le faire, notre tour, en Europe. De voir Jacques-Alexis avec l'écharpe de Manchester City. Un grand fan. Levé de cette façon. Grand fan. Qu'est-ce qu'il a dû célébrer ce week-end? Ouais. Manchester City qui a été couronné champion d'Angleterre sans jouer, en raison de la défaite d'Arsenal. La défaite d'Arsenal, et je dis, on a bien compris, la défaite d'Arsenal. Mais c'est loin d'être la chose la plus impressionnante à mes yeux qu'ils ont fait cette semaine, dans les derniers jours. Franchement, d'abord, avant de parler du championnat d'Angleterre, cette démolition en règle du Real Madrid en Ligue des Champions. 4-0 au Stade Etihad. C'était limite... J'avais limite un malaise à voir ça, tellement le Real Madrid avait l'air d'être juste une bunch de cônes oranges. C'est épouvantable. Ouais, c'était... Quel match quand même de City, il faut le dire. Hein. Et je suis fan. Oui, absolument. Je suis fan du Real Madrid depuis toujours, mais il faut le dire, quand tu vois une domination de la sorte, en fait, il faut dire bravo. Il faut dire bravo. Pourquoi? Parce que on pourrait tomber dans le piège, en fait, de se dire que oui, l'argent a fait la différence. Et je vois, on va en reparler. Et qu'il y a pas mal de choses derrière qui permettent à ces équipes-là d'être tout en haut. Mais je veux dire, il y a une façon de le faire, en fait, et il y a une philosophie de jeu qui nous a amené Guardiola en Angleterre, en Première Ligue, dans cette équipe-là, qui est juste fabuleuse. Et ça a été une leçon pendant 180 minutes presque, mais c'était une domination comme rarement vue à ce niveau de la compétition, une domination comme rarement vue face au Real Madrid. On a rarement vu le Real Madrid subir un match de cette façon-là, et c'est juste fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire, et je pense que ils ont la voie toute tracée pour gagner la Ligue des Champions, mais quand tu joues en finale contre un club italien, il faut toujours faire attention parce que la surprise peut être présente aussi. Je t'avais-tu dit pour l'Inter Milan? Tu m'as dit, ouais. Pour l'Inter. C'est vrai. C'est vrai. Bon, j'aime à croire au petit miracle à chaque fois. Donc, tu y allais pour le choix différentiel. Ouais, tu voulais avoir l'air d'un génie. Si non, je veux refaire de toi un génie, justement. Tu vois. C'est ça l'idée. C'est moi qui l'ai dit. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, quand tu arrives justement à arriver en finale, ça fait très longtemps que l'Inter n'est pas en finale depuis... J'ai pas les années en tête. Probablement. Mais je pense gagné avec Mourinho en 2010. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que ça devait être le dernier. Mais je veux dire, ça peut être la surprise, vraiment, l'Inter, de cette façon-là. Je pense que quand tu es du côté de l'Inter et que tu vois un choix à faire entre le Real Madrid et Manchester City en finale, je pense que tu as plus envie de jouer Manchester City que le Real Madrid. J'ai l'impression que dans l'aura, le Real Madrid, c'est déjà réglé là, on les voit monter. Tu comprends ce que je veux dire? On les voit monter dans l'estrade, prendre le trophée et partir fêter ça avec leurs partisans. C'est déjà réglé dans l'inconscient des gens. Là, Manchester City, je veux dire, ça fait des années que Guardiola veut justement valider ce trophée-là. Je pense que ça fait 12 ans, plus de 12 ans qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, le dernier avec le Barça aussi. Et lui aussi doit valider justement le tampon du meilleur entraîneur du monde. Il lui faut justement ce trophée-là. On a parlé du championnat, il n'y a pas de problème, etc. Mais
sur la dernière match, c'est là où les choses peuvent se passer. Et je pense que ça va être tout un match entre les deux équipes. Et ce qui est bien, c'est que puisque ça se joue un samedi, ben, on n'aura que quelques heures avant qu'on puisse en parler. C'est ça. De cette finale dans un Tellement Soccer du lundi. Donc, ça, c'est la Ligue des champions, mais City, donc je le disais, a soulevé le trophée du champion d'Angleterre après avoir battu Chelsea 1-0 avec un banc, si je me souviens bien là, de mémoire, il y avait quoi? Il y avait De Bruyne, il y avait Haaland, il y avait Bernardo Silva sur le banc. On avait fait, tu sais, c'était Julian Alvarez qui était en pointe. Puis, bon, c'est lui qui a marqué grand bien lui en face. Mais des célébrations, écoute, City est dans un moment délicat dans la mesure où il y a ces accusations d'avoir contourné le fair play financier, les règles et tout ça, les règles dans ce qui a trait à leurs dépenses. Est-ce qu'on met une astérisque à ces trophées-là que City peut potentiellement gagner? Ils peuvent gagner le triplé. Ils sont en finale de la Coupe, finale de la Ligue des champions. Est-ce qu'il y a une astérisque à poser à ces réussites? Faut voir l'issue justement de ce dossier-là, mais forcément, il y a une question à poser quant à l'éthique en fait qu'il peut y avoir sur ces superpuissances. Je parle de Manchester City, mais du Paris Saint-Germain aussi. Lorsque tu as des États, justement, des États carrément qui sont derrière ces clubs, forcément, ça te fait poser des questions. Est-ce que l'équité sportive est respectée? Si en plus de ça, tu contournes justement les règles pour y arriver, c'est d'autant plus suspicieux. Mais une fois qu'on a dit ça, ça garantit pas justement les résultats. Je veux dire, quand on regarde le Paris Saint-Germain, qui a le Qatar derrière, je veux dire, la façon dont ils travaillent comparativement à la façon dont travaille et dépense Manchester City, on est presque dans les mêmes eaux, mais sportivement, je veux dire, ils sont à des années-lumière. Ils sont à des années-lumière dans un championnat encore plus exigeant, plus difficile, etc. Et j'ai envie de mettre en avant finalement le travail et la philosophie que peut amener un entraîneur comme Guardiola. Je veux dire, il a quand même révolutionné le football à sa façon. Alors oui, il n'entraîne pas Saint-Étienne, Guingamp, Lorient, on est d'accord. Il entraîne les clubs les plus riches au monde. Mais je veux dire, quand tu arrives à faire jouer ces équipes-là de cette façon-là, dans ce style de jeu, dans une philosophie où tu veux avoir la possession, tu veux faire du contre-pressing de façon exceptionnelle, tu veux alterner avec de la profondeur, avec des joueurs comme Haaland qui t'amènent un plus justement dans ta philosophie, donc tu es capable justement de te réajuster année après année. Moi j'ai envie de voir ce spectacle-là et me dire franchement ce qu'ils nous proposent c'est quand même très très fort. Et puis tu joues face à des équipes comme le Real Madrid qui sont elles aussi, c'est pas non plus Saint-Étienne, Guingamp, Lorient, tu vois. C'est des équipes mais étrangement, on dirait que, tu sais, comment ça se fait qu'en 2023, on vit dans un monde où est-ce que le Real Madrid est comme le dernier rempart d'un certain traditionnalisme dans l'économie du soccer mondial? Voyons. Oui, mais quand on parle de traditionnalisme, bien entendu, c'est l'histoire qui crée le traditionnalisme. Mais est-ce que dans le passé, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Milan AC n'étaient pas eux aussi des clubs avantagés comparativement à d'autres clubs qui n'avaient aucune chance de gagner la Ligue des Champions? Donc aujourd'hui, on assiste à un autre paradigme, une autre façon d'investir dans le football, des nouvelles équipes qui émergent et qui arrivent à évoluer de cette façon-là. Est-ce que c'est pas à leur tour justement de faire la leçon à des équipes entre guillemets historiques et qui avaient un avantage exceptionnel aussi par le passé? Donc on disait rien quand le Real Madrid avait entre guillemets des dettes effacées par le roi. Quand le FC Barcelone, on se rend compte que 15 ans plus tard, finalement, il payait des arbitres carrément le FC Barcelone entre guillemets. Donc je veux dire, il y a quand même des choses qu'on a vues par le passé qui étaient des fléaux aussi. Et je pense que il faut accepter de voir d'autres façons d'investir dans le football et que oui, tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions quand tu es Manchester City que quand tu es l'équipe entraînée par Ted Lasso, j'allais dire, mais non, je dévie un petit peu. Que tu es petite équipe justement de Première Ligue ou de seconde division. Donc voilà, moi c'est le football. Ce que je vois sur le terrain, c'est juste exceptionnel. Il faut quand même malgré tout donner crédit à ce que fait Pep Guardiola et son équipe. Oui, il y a de l'argent, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je veux dire, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire sur le terrain, il y a quand même énormément de travail et un travail très, très bien fait. Comparativement au Parisien que je suis, qui voit son PSG se poser des questions pour la saison prochaine encore et encore.
Peut-être que s'il y avait Ted Lasso comme entraîneur, le Ce serait pas PSG, mal. peut-être ça fonctionnerait davantage. Ouais, Hein? la Tu sais, tu pouvais parler de tout ça sans nécessairement manquer de respect envers le AFC Richmond. Exactement. Je veux dire, il y a quand même un gardien là qui a joué pour ton club, Hassoun C'est Camara. vrai. Il y a des belles idées qu'il y aurait eu. Peut-être, tu sais, la tactique du foot américain, là, tu sais. Tac, tac. Ouais. Petit passage et puis on Attends, marque. attends d'arriver à la saison 3, tu vas voir que ça... Ouais. Hassoun est seulement à la saison 2, les amis. Alors, pas de Exactement. divulgacheur, S'il vous plaît. Hein? Parlant d'investir dans le soccer, on va parler de droit télé un petit peu. D'abord, je pense qu'il ne faut pas paniquer, ça va venir, il y a encore un petit peu de temps. Il y a des difficultés structurelles parce que c'est un dossier où la période de l'année, 20 juillet, 20 août, est pas géniale. Elle a malheureusement été décalée par la FIFA au nom Quand du c'est la Coupe du Monde masculine, c'est pas un problème. qui finalement n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Les horaires sont pas très propices puisque ça voudra dire des rencontres à 10h. Il y a plusieurs matchs, heureusement, de l'équipe de France féminine qui seront à midi. Donc, côté FIFA, c'était pas génial sur ces paramètres-là. De l'autre côté, il faut que nos diffuseurs, comme ils s'y sont engagés vis-à-vis de moi, ils y aillent en faveur du foot féminin. Et sans doute qu'ils relèvent un petit peu leurs offres aujourd'hui pour que chacun fasse une part du chemin, même si le chemin à faire par l'une et l'autre partie n'est probablement pas tout à fait équivalent. Moi, j'ai confiance dans les diffuseurs. J'ai échangé avec un certain nombre d'entre eux déjà. C'est une équipe formidable qui a un potentiel de faire une grande chose avec Hervé Renard, et moi je prends l'engagement qu'il y aura bien une retransmission, évidemment, pour nos joueuses. La ministre des Sports, ta ministre des Sports française, Amélie Oudéa-Castéra, qui, visiblement, autour de la table, hein, on s'étonne qu'une Coupe du Monde puisse avoir lieu l'été. Je pense que c'est un concept totalement novateur. C'est les vacances. Hein? C'est ça, pas le droit d'avoir des tournois majeurs pendant l'été. Exact. Comme le Qatar, c'est ça, c'est ça la nouvelle réalité maintenant. Exactement. Mais bon, elle était invitée pour notamment parler des Jeux olympiques à France Inter, mais aussi pour parler de cette question des droits télé du mondial féminin qui s'amorce cet été. Oui, cet été, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parce que la FIFA n'est pas satisfaite des sommes qui sont offertes par les diffuseurs des grands pays européens pour retransmettre les matchs. Selon le quotidien Le Monde, les propositions vont entre 2 et 4 millions d'euros. La FIFA souhaiterait plus entre 8 et 10. Donc, il y a quand même un bon chemin à faire. Mais la ministre, on l'a entendu, garantit que les matchs vont être diffusés en France. Malgré tout, là, on est à 2 mois de la compétition. On est encore dans cet imbroglio-là. Quel imbroglio, oui, là. Ça n'envoie pas le meilleur des messages, Hassoun. Non, pas du tout. C'est même inquiétant. Moi, je la vois très, très sereine, en fait, à travers ces discussions. Mais il va falloir que tu restes ici pour regarder les matchs. Tu ne pourras pas aller faire un petit tour Exactement. chez les amis. Non, moi, je trouve ça inquiétant. Et tu te rends compte, là encore, qu'il y a, je veux dire, toujours ce même type de difficultés, en fait, qui rôdent autour du soccer féminin. On avait parlé, justement, des audiences et de la manne financière que pouvait amener justement le soccer féminin lors de la dernière Coupe du Monde en France. Tu te rends compte que il y avait quand même du monde devant la télé pour regarder justement les femmes jouer. Et je comprends pas qu'il y ait aujourd'hui pas de diffuseur à 2 mois à peine du début de la compétition. Là, tu rentres énormément dans l'urgence là. Donc je sais pas quelle solution ils vont arriver à trouver. Je sais pas s'ils vont essayer d'engager le service public parce qu'elle a l'air sûre d'elle justement Ouais, tu crois? Je veux dire, quand tu arrives à 2 mois, je veux dire, de la compétition et que parce qu'il faut que tu fasses un plan de déploiement, il faut que tu aies tes talents. Exactement. Je ne sais pas à l'écran et tout ça, que tu déploies des gens probablement sur place aussi. C'est ça. C'est que même si tu arrives justement à avoir un deal assez rapidement, je veux dire, tu sais déjà que ça aurait été fait à la va-vite, entre guillemets, ou dans l'urgence. Donc, il y aura déjà un problème à ce niveau-là. Et en termes de ce que ça projette dans l'évolution du soccer féminin aussi, tu te rends compte que je veux dire, c'est juste des enjeux qui n'existeraient pas du tout chez les hommes, je veux dire, dans ce sens-là. Donc, l'engagement des chaînes et des groupes privés, tu sens quand même une certaine réticence aussi pour couvrir ce type d'événement. Donc, moi, je trouve ça compliqué et je pense que ça va être difficile d'avoir
un format qui mette la pleine lumière en fait dans l'événement à 2 mois de la compétition. Je vois pas comment tu peux être en plein régime et au maximum. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire pour arriver à avoir un événement qui rayonne de la meilleure des façons. Là, on parle de l'été, on parle du décalage aussi. Le décalage, t'achètes ça, cette excuse-là? Là, c'est quand t'as justement plus d'arguments du tout. Moi, je sais pas, je la trouve... Je trouve qu'on se cache derrière beaucoup de choses, là. Je pense qu'elle veut arriver justement à un résultat. Donc, je trouve qu'elle essaye de se défendre comme elle peut. Mais... Elle garantit des choses, mais en baissant les attentes pas mal. Mais c'est ça. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être très inquiet finalement dans cette optique-là. Moi, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais on va rester attentif à ce dossier-là. Et la ministre, donc, se mêle de ce dossier-là, c'est un dossier qui date quand même d'un certain nombre de semaines. Elle s'en mêle la semaine même où, aux États-Unis, il y avait une ligue, la USL, qui est la ligue notamment dans laquelle a joué l'Impact de Montréal à la fin de son parcours en 2e division, avait déjà annoncé qu'il y aurait une ligue féminine en 2021. C'était une annonce de ligue de 2e division. Et là, cette semaine, on annonce, non, finalement, ça va être une ligue de 1re division. Donc, rivale à la NWSL en théorie. On va avoir un calendrier qui va s'échelonner de l'automne au printemps avec une pause un peu dans l'hiver. On est dans les grands projets. Là. On annonce des marchés aussi. Charlotte, Dallas, Fort Worth, Lexington au Kentucky, Phoenix, Spokane, Tampa, Tucson et Washington. Donc, c'est pas New York et LA, mais on va quand même dans des marchés dans des marchés quand même intéressants. Il y a d'autres marchands en liste qui construisent des stades. Je veux dire, on est en train d'essayer de débloquer quelque chose, encore une fois, aux États-Unis, parce que pour le bassin de population que ça représente, quand tu regardes le nombre de clubs qu'il peut y avoir en Europe, par exemple, en ce moment, puis, je veux dire, il y a 12 équipes pro féminines en Amérique du Nord. Là, on en rajoute davantage, mais le danger là-dedans, peut-être, Hassoun, puis je veux t'entendre, c'est, oui, on veut créer des occasions, mais est-ce qu'on n'essaie pas de donner un trop grand coup trop vite? Est-ce qu'il y a un danger, là? Forcément, dans tout projet où tu as l'impression que ça arrive rapidement, il y a toujours une prise de risque qui est là. Mais moi, personnellement, j'ai plus envie de voir ce type d'action que plutôt l'inverse, l'inaction et le fait de rester sur ce qu'on a connu par le passé. Et on sait que par le passé, on a parlé de balado en balado sur le fait que le soccer féminin n'était pas considéré, qu'il n'y avait pas d'ambition et de prise de risque, justement prise par des groupes privés ou des entrepreneurs ou des patrons, des présidents justement de clubs. Donc voir ces initiatives-là, moi je le vois plus d'un côté plus intéressant, franchement de façon positive. Je trouve qu'il y a une émulation qui peut se faire aussi entre les compétitions. Quand on voit justement qu'il y a d'autres groupes qui émergent, forcément, ça te remet en question aussi. Ça te montre que tu dois continuer à évoluer, continuer à progresser, à investir dans ta propre ligue aussi. Donc moi, je le vois plus d'un bon œil en espérant que ces dossiers-là soient très, très bien ficelés et que ça permette justement d'avoir une compétition sur le long terme, clair, net et précis. Parce que ce que je vois aussi dans la réalité justement de l'Amérique du Nord, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans les compétitions. Tu parlais de USL pour l'époque, pour les garçons aussi. C'est transformé en NASL aussi. Il y a eu beaucoup de changements de nom, d'organisation, où les clubs avaient changé aussi de ligue aussi. Ça a été le cas pour l'Impact de Montréal par le passé. Mais USL a quand même l'air d'avoir les reins relativement solides. Puis il y a des gens compétents en place, je pense à Amanda Van Der Voort, notamment du côté féminin. C'est ce qu'on espère justement, qu'il y ait justement un regard sur le long terme, que cette compétition-là soit structurée et qu'elle permette d'aller vers l'essentiel, tout simplement, de faire grandir le soccer féminin encore et toujours. En tout cas, s'il y a des diffuseurs en France qui sont intéressés à diffuser cette compétition-là, vous pouvez écrire à la USL. On veut mettre ça en marche en août 2024. On ne sait jamais, vous avez le temps. Vous n'avez pas 2 mois pour ficeler vos plans. Exactement. Et nous, on a 1 semaine pour ficeler nos plans pour le prochain balado. Peut-être parler à Christine Roger de son essai à Tucson qui doit tirer à sa fin, je ne sais pas. Ça a l'air de bien aller, visiblement, puisque l'équipe la garde depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, on espère avoir des nouvelles de ça très bientôt et on l'embrasse. Hassoun, merci beaucoup. Un plaisir. Merci, Olivier. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés sur YouTube et sur Radio-Canada Audio. Merci
aussi à l'équipe qui, encore une fois, embellit ce studio de semaine en semaine. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.